Bien, bonjour. Nous recevons messieurs Yannick Lortie et Mathieu Plane. C'est pas Ah, encore pas débloqué, encore. je crois, si tu veux. Voilà. Voilà. Eh bien, ça a commencé. Donc, nous recevons pour cette dernière audition, je crois, Oui. puisque c'est la dernière qui est programmée, messieurs Yannick Lortie et Mathieu Plane, dans le cadre de cette mission d'évaluation qui a lieu dans le cadre de la MEX, la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale. Mission d'évaluation qui est consacrée aux exonérations de cotisations sociales que nous menons avec mon collègue Jérôme Gage. Merci beaucoup de votre présence. Juste quelques éléments de contexte sur ce que sont les objectifs et les prochaines étapes de cette mission. Nous avons un champ qui est potentiellement très large, l'ensemble des exonérations de charges sociales. Il y a beaucoup de dispositifs parfois de portée générale, ce sont les allègements généraux, mais aussi de portée sectorielle avec des niches qui sont au nombre de 147 ou 150 maintenant sur mon dernier rapport. Donc autant dire que nous n'avons pas pour ambition d'évaluer. Ils en inventent tous les jours. Voilà, J'ai croisé d'évaluer. Dominique Libaud ce matin qui me disait il y en a une nouvelle pour les sapeurs-pompiers volontaires. Ah, Voilà. oui, je ne suis pas étonné. Donc évidemment, l'objet de cette mission à court terme n'est pas de porter une analyse et surtout de faire une évaluation de l'ensemble de ces dispositifs. On se focalise sur les allègements généraux. On se focalise de manière encore plus précise, même si ça n'est pas exclusif d'autres questions dont nous allons vous faire part, sur les allègements qui portent sur les hauts salaires et plus particulièrement encore sur ce qu'il est convenu d'appeler le bandeau famille, c'est-à-dire les allègements entre 2,5 et 3,5 SMIC. Au gré de nos auditions, nous avons été amenés également à soulever des questions qui sont venues irriguer le débat public ces derniers mois. La question de la conditionnalité éventuelle des exonérations. La question, donc, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? On a posé la question du souhaitable à des universitaires, mais aussi à des représentants d'organisations syndicales ou patronales. On a posé la question du possible à des représentants des services sur les sujets opérationnels. Il y a une autre question qui est celle du ciblage au regard de critères qui peuvent être attachés à la personne. On a en particulier été marqué par le fait que durant le débat sur la réforme des retraites, des propositions ont émergé visant à renforcer les exonérations portant sur les seniors. Donc on aimerait aussi avoir votre vision là-dessus. Est-ce que c'est pertinent? Des ciblages qui peuvent être également envisagés suivant des critères qui sont attachés aux entreprises. Ça peut être la taille, ça peut être le secteur, ça peut également être la situation financière de l'entreprise. Quelques éléments de la littérature économique sont remontés qui montrent que l'efficacité des exonérations peut être différente suivant que les entreprises sont en situation plus ou moins fragile. Donc là aussi, on est preneur de vos réflexions sur le sujet, à la fois sur les études existantes dont on n'a pas forcément connaissance de toutes, et aussi sur les mécanismes sous-jacents qui peuvent expliquer que des démarches de ciblage soient potentiellement efficaces. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, et tout ça n'est évidemment pas limitatif. Mathieu Plane nous a fait le plaisir de préparer une présentation, donc on va vous laisser nous la faire, et puis ensuite je laisserai la parole à Yannick Lortie, et puis on échange très libre. Très bien, merci pour cette invitation, en tout cas à venir présenter quelques éléments d'analyse. J'ai juste un petit élément que j'ai oublié. On a vocation à présenter le rapport à la Commission des affaires sociales d'ici la fin du mois. Je crois que la date du 20 septembre est à peu près calée, ou pas? Non. On était entre le 20 et le 26. Ah, plutôt le 27. Bon. D'accord, ok. Donc le 27 septembre pour la finalisation du rapport, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on est vraiment à la fin du processus. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bien de le savoir. Intégrer des choses. Bon voilà, c'est un peu une vue d'ensemble hein, avec certains points. Disons que cette analyse ne porte pas uniquement sur une publication. Hein, c'est plutôt, j'ai passé un peu à la moulinette un certain nombre d'éléments hein, issus de publications. Après, voilà, ça ne reflète pas forcément que le point de vue de l'OFCE. Hein. Là-dessus, voilà, je ne présente pas une publication de l'OFCE, donc c'est plutôt une synthèse d'informations que j'ai regroupées pour vous donner un peu mon point de vue sur le sujet. Bon, c'est un sujet forcément important hein, parce que, j'allais dire, c'est un outil central de la politique fiscale et sociale en France, avec une montée en charge sur 3 décennies.
qui s'est accéléré depuis 10 ans avec la politique d'offres et le CICE, le pacte de responsabilité. Alors, comme je vais... Hop, parce que je crois que ça défile pas sinon. Ah, c'est bien. Je sais pas On les pourquoi a sous les yeux. je sais pas pourquoi ça défile pas. Voilà. Je vais refermer. Je suis désolé. Petit souci. Je vais recommencer. Je vais vous montrer quelques éléments de graphique. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ah, ok, donc voilà, outil central de la politique fiscale et sociale en France. On voit avec différentes couches, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous les connaissez. Du passage des allègements Fillon, puis après qui a été accompagné en tout cas avec le CICE qui a été transformé, le pacte de responsabilité. On a des couches qui se sont superposées avec un profil un peu particulier désormais, si on cumule tout ça. Et surtout, si on regarde le taux de cotisation patronale total au niveau du SMIC, c'est le graphique en dessous, on voit qu'on est passé au début des années 90 avec un taux de cotisation à 42,6%, à désormais 6,9%, ce qui est quand même pas rien, comme réduction sur l'intervalle, avec des effets assez importants sur la fin notamment. Si je regarde de l'autre côté le coût budgétaire, effectivement, c'est là où c'est aussi un point important, c'est que c'est un coût budgétaire important qui a augmenté significativement en 2022, on reviendra peut-être là-dessus. Désormais, c'est plus de 70 milliards si on prend la totalité des exos. C'est 2,8 points de PIB, donc c'est pas rien en termes de conséquences budgétaires. Par contre, avec un effet important sur le coût du travail des entreprises, si on prend la masse salariale et on prend ces allègements, on est à plus de 8% de baisse du coût du travail. Donc c'est forcément quelque chose qui est significatif, dont il est important d'évaluer les effets. Ce qu'on voit juste sur les... Alors, je vais parler un peu d'aspect compétitivité et puis après d'aspect emploi. C'est que depuis, notamment le début des années 2010, on voit qu'on a quand même... Ça, c'est les coûts salariaux unitaires qu'on a entre les différents pays. On voit notamment la France qui est en orange et l'Allemagne qui est en bleu clair. En violet, c'est la zone euro. Ce qu'on voit, c'est que l'écart de coûts salariaux unitaires, notamment entre l'Allemagne et la France, s'est fortement réduit. On avait un écart qui était près de 20 points, en réalité, au début des années 2010. Désormais, on est plutôt à 5 ou 6 points d'écart. Alors, effectivement, les salaires ont augmenté en Allemagne, mais c'est aussi un effet quand même assez important lié aux réductions de cotisations qu'on a eues au cours de la dernière décennie avec le pacte de responsabilité et le CICE. Donc, du coup, il y a une forme de convergence sur les coûts salariaux unitaires, en tout cas, comme on peut les mesurer, et l'effet CICE, pacte de responsabilité, n'est pas négligeable. En revanche, ça, c'est un autre point. C'est si je regarde du côté des taux de marge jusqu'à la fin 2022. Ça, c'est les sociétés non financières. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on... Alors, c'est très longue période. C'est depuis 1949. On voit qu'on a deux périodes. On a une première période qui est jusqu'au début des années 80. Et puis après, on a le tournant de la rigueur, où on a un redressement des marges à partir de qui se stabilise plus ou moins à partir de 87. Et donc, si je prends cette nouvelle référence, qui est celle plutôt des 30 dernières années, on voit que le taux de marge actuel, en tout cas de fin 2022, est à peu près au niveau de la moyenne historique de la nouvelle référence. Alors ça peut être un peu surprenant, parce qu'entre-temps, on a eu quand même d'importantes baisses de cotisation, et donc ça ne se retrouve pas avec des marges supérieures, finalement, actuellement, à celles du début des années 90. Et ce qui est plus troublant, si on fait juste le calcul comptable, c'est que si on retire ces exonérations de cotisations sociales patronales des marges, d'accord, on retrouve des taux de marge qui seraient plutôt au niveau proche de ceux des débuts des années 80. C'est le trait orange. On voit l'écart que ça produirait. Donc, et si je prends une période un peu plus récente, c'est la même chose. En fait, le bleu foncé, c'est les taux de marge observés, et bleu clair, c'est hors exonération, mais c'est comptable, purement comptable. Je soustrais ces exos. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on a un redressement assez net depuis 2014 du taux de marge, qui est lié notamment au CICE, au pacte de responsabilité. Mais par contre, si on a enlevé les exonérations, on aurait quasiment une tendance à la baisse de ce taux de marge. On voit que ça représente plus de 5 points de la valeur ajoutée désormais
pour les entreprises, hein, cet écart. Donc, c'est important. Ce qu'on peut voir là-dessus, juste la traduction macro là-dessus, c'est imaginer que ces exonérations, finalement, ont été plutôt redistribuées en masse salariale, du coup. Et on ne voit pas de déformation du partage de la valeur ajoutée en réalité sur cette période-là. Alors qu'on aurait pu dire, effectivement, étant donné qu'on a 5 points de valeur ajoutée qui ont été transférés, il n'apparaît pas dans le taux de marge, en tout cas, ou un taux de marge qui serait bien supérieur à celui qu'on avait au début des années 90. Alors, sur l'argument de compétitivité, bon, qui nécessite peut-être de creuser un peu plus, mais on sait, c'est quand même important de rappeler les chiffres, c'est que l'industrie, en réalité, reçoit que 13% de ces allègements, si on prend leur totalité, hein, j'ai fait le petit calcul à partir des comptes d'URSSAF, alors qu'elle représente 70% des exportations. Alors, une masse salariale de 17%, hein, donc finalement, elle reçoit un peu moins que sa masse salariale, mais c'est surtout par rapport à ses exportations. Donc, dans le critère d'exportation, c'est vrai qu'on voit qu'on n'a pas vraiment un ciblage sur les entreprises qui seraient plutôt exportatrices. Et pour des raisons simples, c'est que les taux d'exonération, en fait, dans les secteurs industriels, en réalité, sont plutôt bas en moyenne. C'est le cas de l'énergie, l'industrie pharmaceutique, chimique, fabrication de produits électroniques informatiques, fabrication de matériel de transport. En fait, tous ces secteurs-là ont des taux d'exonération moyens égal ou inférieur à 5%, sachant que la moyenne nationale est plutôt du secteur privé, c'est plutôt 11%. Donc c'est des secteurs plus intenses en capital, très exportateurs, mais par contre qui reçoivent peu d'exo. À l'inverse, les services, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les services reçoivent près de 78% des allègements, sachant que les maximales, si on regarde au niveau des secteurs, hein, si on prend les 38 secteurs, c'est la restauration, qui reçoit plus de 20%, le taux d'exonération moyen est supérieur de 20%. Après, c'est l'hébergement à 18%, les services administratifs, l'action sociale, la construction. Et donc on voit bien que là-dessus, sur les gains, en tout cas de ces allègements, c'est très clairement plus du côté du service et de la construction que de l'industrie. Sur la répartition de ces allègements, si on prend l'ensemble des profils, donc des 70 milliards qu'on a hein, aujourd'hui, si on regarde comment ils se répartissent, on voit qu'en fait 2 tiers des allègements, donc du montant total, donc le rouge étant le pourcentage cumulé, hein, on finit à 100, on voit que ce sont des salaires compris entre le SMIC et 1,4 SMIC. D'accord, donc en gros 2 tiers des 70 milliards, 72 milliards, bénéficient à des salaires compris entre 1 et 1,4 SMIC. Donc c'est quand même très concentré sur les bas salaires. Assez logiquement, hein, vu le profil des taux de cotisation. Du coup, nous, on avait essayé de faire un petit exercice qui était celui d'évaluer les effets emploi de ça. Alors, l'exercice date un peu, parce qu'il a 10 ans. C'était sur les allègements Fillon, donc l'allègement bas salaire. À l'époque, il n'y avait pas le CICE, le pacte de responsabilité. Nous, ce qu'on trouvait, globalement, pour faire simple, c'est que les effets, c'était le coût budgétaire des allègements, c'était 1,3 point de PIB à l'époque, donc c'était autour de 30 milliards. Ça crée 500 000 emplois à partir du modèle qu'on utilisait. Donc un effet quand même assez significatif. Et si ça c'était hors effet de financement, parce que forcément les 1,3 points de PIB ne sont pas financés, hein, donc on met 1,3 points de PIB d'allègement. Et on prenait en face des financements, soit par les prélèvements obligatoires, soit par les dépenses publiques, du modèle IMOD. Et on arrivait avec un effet financier entre 250 000 et 330 000. Donc des effets d'emploi assez importants. Et alors, bon, ça reste un calcul de coin de table, je le note bien hein, dans le graphique suivant. C'est que j'ai refait les mêmes exercices très rapidement pour essayer de chiffrer si on prend en plus CICE et pacte de responsabilité à partir d'un effet simple qui est celui de l'élasticité du coût du travail à l'emploi. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait historiquement une élasticité du coût du travail à l'emploi qui est beaucoup plus forte au niveau des bas salaires que des hauts salaires, qui est dégressif. Hein, c'est ce qu'on utilisait comme type d'élasticité. On voit qu'elle est à peu près à 0,9 au niveau du SMIC et elle descend progressivement à 0,2 au-delà de 2 SMIC pour une élasticité moyenne qui devait être à 0,45 ou quelque chose comme ça. Si on reprend le profil des allègements de cotisation tel qu'il est, vu qu'ici plutôt les bas salaires, les allègements, l'élasticité serait en moyenne de l'ordre de 0,7. C'est-à-dire que 1% de baisse du coût du travail au niveau de ces allègements fait 0,7% d'emploi en plus. Petit calcul de coin de table, hein, si on regarde les montants d'allègement et l'élasticité, en gros, on arrive à peu près aujourd'hui à peu près 1 million d'emplois.
un ordre de grandeur, hein, comme ça, qui mériterait d'être peaufiné, qui est vraiment du calcul de coin de table, hors effet du financement. Bon, on n'est pas loin de ce qu'on disait, parce qu'on était à 500 000 avant. Là, on serait plutôt avec 1 million. Donc, c'est quand même un effet emploi qui n'est pas négligeable. L'autre point qui est assez connu aussi, c'est quand même que, du coup, le coût du travail au niveau du salaire minimum est particulièrement compétitif en France. Si on le prend par rapport au salaire médian, on est à 45% du salaire médian au niveau coût du travail. C'est dans la fourchette basse de l'OCDE, si on fait en coût relatif. En revanche, le revenu net au niveau du SMIC fait partie des plus élevés de l'OCDE en relatif. C'est-à-dire que le revenu net de quelqu'un au SMIC est à peu plus de 70% du revenu médian, alors que son coût du travail va être à 45%, du fait du ciblage. Et ça, c'est une spécificité quand même assez française, hein, en réalité. Alors, ça a l'effet qui est plutôt positif dans le sens où ça permet de baisser, en tout cas de rendre plus compétitif le coût du travail au niveau du salaire, sans baisser le salaire, voire même augmenter le revenu des salaires les plus bas. Mais on a ce grand écart. Alors, je vais venir là-dessus. Et ça, c'est vraiment... Ce graphique-là est quand même assez parlant. C'est dans le groupe d'experts du SMIC, je l'ai trouvé. C'est pour 2020. C'est le taux de cotisation en bleu patronal au niveau du SMIC aujourd'hui. Donc au salaire minimum pour les autres, hein, c'est les pays de l'OCDE. Et en orange, c'est le taux de cotisation donc, employeur au niveau du salaire médian. Donc là, c'est quand même assez extraordinaire de voir ce graphique-là, parce qu'on est les plus compétitifs avec la Nouvelle-Zélande, Lettonie et Israël de l'OCDE sur le salaire minimum en termes de cotisation patronale. Par contre, si vous prenez au niveau du salaire médian, on est les plus élevés de l'OCDE avec la Slovaquie, Estonie, République tchèque, Espagne. Je sais plus. Donc en fait, le grand écart, vous le voyez, le seul pays qui a un peu un écart comme ça, mais qui est plus faible, c'est la Belgique. Mais dans les autres pays, vous voyez en fait des taux de cotisation qui sont relativement uniformes. Donc ça pose question, cette singularité française, en tout cas par rapport à l'environnement international. On ne peut pas s'écarter de cette question en tout cas. D'ailleurs, ça pose un problème quand même. Et ça, j'ai trouvé ça dans l'OCDE, une publication CDE. C'est un calcul de taux marginal applicable à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales salariés employeurs diminuées des prestations, d'accord, en fonction du salaire, du niveau de salaire. Ce que dit alors il y a beaucoup de chiffres, hein, c'est qu'au niveau d'une personne à les bas salaires, donc en dessous du salaire médian, là c'est 67%. Pour une personne célibataire, à 67% du salaire médian, donc c'est à peu près le SMIC. Le taux marginal, y compris ses prestations, est de 65%. Donc c'est le plus élevé de l'OCDE avec la Belgique, sachant que la moyenne de l'OCDE est plutôt à 40%. Et même des pays comme le Danemark sont plutôt à 38%. Voilà. Et qu'il a plutôt tendance à baisser après. C'est-à-dire que si vous prenez une personne qui a 167% du salaire minimum, le taux marginal est plus bas. Alors que dans les autres pays, il augmente. Donc effectivement, ce problème que ça pose, c'est l'incitation du côté de l'employeur à augmenter le salaire, parce qu'il augmente le salaire brut, mais en plus il reçoit moins de cotisations, et du côté de l'accompagnement des politiques publiques, la prime d'activité est pas mal calibrée en fonction du SMIC. Donc le taux marginal est extrêmement important, augmenter le salaire, ce qui pose la question et le risque de la concentration des salaires plutôt vers le bas, en raison de du profil de ces allègements fiscaux. D'ailleurs, un point qu'on note, c'est que depuis 2010, le nombre de personnes au SMIC augmente. Alors, ce n'est pas forcément la seule raison, hein, mais on est passé de moins de 10% en 2010, les salariés, à 14,5% aujourd'hui, donc c'est presque 5 points d'augmentation, c'est une augmentation près de 50% du ratio, et avec une forte augmentation avec l'inflation. On est à 14,5. Donc la question, c'est pas tellement... si, c'est la question, c'est effectivement les profils, c'est intéressant, ça crée certainement des emplois, mais est-ce que ça tasse pas les salaires vers le bas et que ça ne crée pas vraiment une concentration des salaires au niveau du SMIC juste au-dessus? Et d'ailleurs, on le voit dans la répartition, hein, pour terminer. Dans cette distribution, on voit qu'en France, en réalité, aujourd'hui, 50% des salariés ont un salaire mensuel net en équivalent temps plein entre le SMIC et 2 000 euros. Donc c'est extrêmement concentré en fait.
Et donc ça pose une question, c'est la progression des salaires au-delà du SMIC, quoi. C'est-à-dire comment on rémunère la dynamique de carrière, l'expérience, la qualification, la charge familiale, etc. Dans ce contexte-là. Ce qui est en tout cas certainement une des questions qu'on peut se poser. Juste pour conclure, une fois de plus, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste quelques éléments. Moi, je vois dans les points positifs, c'est que il y a quand même un effet emploi important. Voilà, calcul de comptable, on est près d'1 million d'emplois, donc on ne peut pas dire que c'est négligeable. Que ces mesures socio-fiscales ciblées sur les bas salaires permettent d'améliorer le revenu des salariés les plus modestes sans augmenter le coût du travail. Donc ça, c'est les arguments qui vont être, j'allais dire, les plus mis en avant, en tout cas favorables. Point négatif, forcément, là, je l'ai évoqué, c'est le risque de trappe à bas salaire, faible dynamique de carrière. Taux marginaux de prélèvement net sur les bas salaires très élevés. Ils sont plus élevés que sur les salaires moyens, ce qui est l'inverse dans les autres pays. Qu'on a un profil d'allègement très pentu, avec des écarts de taux de cotisation très élevés entre le SMIC et le salaire médian. On est les seuls à avoir ça. L'autre point négatif, forcément, c'est que c'est un coût budgétaire très élevé, surtout dans un contexte de finances publiques dégradées. 3 points de PIB, aujourd'hui, c'est plus que ce qui nous manque pour réduire les déficits et l'objectif de ramener le déficit en dessous de 3. C'est ex-ante, bien sûr, ex-ante parce qu'il y a des effets multiplicateurs derrière. Que l'effet renforcé de l'inflation, l'effet est renforcé avec l'inflation et les fortes hausses du SMIC qui vont tasser la pyramide des salaires et donc qui vont certainement augmenter les coûts budgétaires. Parce qu'on le voit, on a une concentration, comme les SMIC est indexé par les autres salaires, on a plutôt des salaires relatifs qui baissent, ce qui augmente le coût des allègements. Et d'ailleurs, on le voit, juste sur 2022, on a une hausse de 13%. C'est 8,5 milliards. Je n'ai pas regardé le budget de l'éducation nationale, est plus faible que ces allègements de cotisation. Il a moins été revalorisé que ça. Donc c'est quand même un vrai sujet de politique publique. Et dernier point, peut-être une critique facile, mais qu'on peut mettre en tout cas en avant, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de le mettre en avant, cet effet fort sur la compétitivité des entreprises, au regard des déficits commerciaux et les parts de marché, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de redressement très net des parts de marché françaises depuis la montée en charge de ces allègements, depuis 10 ans, et que se pose toute la question du ciblage sur les secteurs exportateurs, la compétitivité, la montée en gamme, etc. Donc voilà un peu le point, une fois de plus pas exhaustif, et qui mérite discussion des éléments d'analyse autour de ces exonérations. Très clair, merci beaucoup. Alors, soit on pose quelques questions maintenant, soit on laisse... Juste enfin, peut-être quelques questions, pas de... Pour bien comprendre. Donc c'est vrai qu'il est parlant le graphique 3, 9 avec la différence entre le taux de cotisation au salaire médian et le taux de cotisation au salaire minimum. Déjà pour bien comprendre, parce que c'est anecdotique, mais ça veut dire qu'aux États-Unis et en Slovénie, le taux baisse avec l'augmentation du salaire. Parce que autant je peux comprendre en gros que dans la plupart des pays, en gros, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas de différentiel entre le taux au salaire minimum, et que c'est donc la question, non pas du montant des exonérations, mais la montant des prélèvements pour l'ensemble des salaires sans mécanisme d'exonération. Et c'était d'ailleurs la question que je voulais poser, c'est donc là on a un atypisme français avec des niveaux d'exonération très importants, ce que vous vous rappeliez, 46% à 6% pour le SMIC. Dans les autres pays, c'est des mécanismes de cette nature d'exonération ou c'est des mécanismes de taux différenciés en fonction des revenus? Les autres pays, pour tout dire, j'ai repris ce graphique, ce qui a été intéressant. Ce qui peut se passer dans d'autres pays, c'est que le niveau de cotisation peut être plafonné avec le salaire. Et après, en fait, parce que dans la cotisation, il y a les retraites, etc. Dans d'autres pays où on est sur des systèmes de fonds de pension, peut-être qu'à partir d'un certain niveau de salaire, il n'y a plus d'obligation de cotisation, je ne sais pas. Donc, ce qui pourrait expliquer pourquoi le taux de cotisation patronale pourrait baisser même avec le niveau de salaire. Parce qu'il n'y a pas de profil spécifique d'exonération. Je pense que les profils spécifiques d'exonération, il doit exister en Belgique. Dans les autres pays, à partir du moment où on a un taux de cotisation équivalent, c'est que c'est flat.
le taux. Dans les autres, c'est qu'il y a des petits systèmes, effectivement, d'allègement pour certains salaires en dessous du SMIC. Celui qui nous ressemble le plus est dans la Belgique, quoi. Mais on voit qu'il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Alors, la deuxième question, forcément... Non, c'est pas grave. Ah, pardon. Forcément, c'est sur le million, le calcul coin de table. Juste pour comprendre comment, du coup, ça s'articule avec les calculs, parce que là, c'est en intégrant l'ensemble des mécanismes, y compris le CICE transformé en exo, à un moment où sur le CICE, celles des évaluations qui ont été faites par le comité de suivi, par France Stratégie, étaient plutôt sur des chiffres. Donc ça voudrait dire que ça se concentre essentiellement sur les dispositifs entre 1 et 1,4 fois le SMIC. En gros, c'est de dire, c'est sur les, allez, on va dire de 1 à 1,6 pour reprendre des bornes existantes, c'est ça qui génère le million, voilà. Enfin, pas que, mais que les autres exos, en fait, l'idéal, ce serait de le différencier par tranche de niveau de revenu de salaire, quoi. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a une hypothèse qui est faite sur le profil de la réaction de Ah, le micro, c'est moi. Désolé. Pardon. Ok. Alors, on ne sait jamais. Alors, ça vaut le coup de mettre le micro quand même. Non, c'est vrai que, effectivement, l'estimation est très dépendante du profil qu'on peut mettre sur les élasticités du coût du travail et de l'emploi selon le niveau de salaire. Effectivement, c'est un peu ce que faisait le Trésor aussi, nous aussi, c'est de dire effectivement que l'élasticité, elle n'est pas constante, mais qu'elle est beaucoup plus forte sur les bas salaires, mais qu'après, elle est dégressive. Et au regard de l'ensemble des mesures qui ont été accumulées, allègement Fillon, CICE, pacte de responsabilité, on reste quand même avec ce que je disais, 2/3 des salaires qui bénéficient des allègements, en montant absolu, donc c'est important, sont entre 1 et 1,4 SMIC, là où les élasticités du coût du travail et de l'emploi sont les plus fortes. Donc c'est comme ça, en fait, on arrive avec une élasticité à 0,7 en moyenne, ce qui est beaucoup, alors qu'en temps normal, on est plutôt sur des 0,4. Ce qui veut dire que le ciblage fait que ça augmente cette élasticité coût du travail et de l'emploi et donc l'effet emploi. Et ça, c'est hors effet financement. C'est-à-dire qu'on dit il y a 3 points de PIB quasiment qui sont injectés dans l'économie dans les allégements de cotisation, ça fait 1 million d'emplois. Mais si on doit reprendre ces 3 points de PIB en augmentant la TVA, en réduisant certaines dépenses publiques, on n'est plus du tout au million. Donc il faut bien... Voilà. Merci. Ok, bon, je vais pas être long. Juste une petite question, sauf si Yannick Lorty l'aborde après, mais un sujet qui a été soulevé, que vous avez soulevé à nouveau, c'est évidemment celui des trappes à bas salaire et de l'incitation à augmenter les salaires. On est frappé quand même par la divergence entre le constat qu'on peut faire sur le taux marginal de prélèvement en tenant compte de la prime d'activité, dont le point de sortie en plus est assez voisin du premier seuil de fin des allègements généraux. Donc on se doute qu'il y a dans la négociation salariale la prise en compte de ces deux seuils, le point de sortie des exos, enfin le seuil des exos et le point de sortie de la prime d'activité. Ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est de bon sens, c'est a priori en calcul photographique pour un employeur quelque chose d'évident. Et on ne trouve pas, quand on regarde les études qui ont essayé d'établir l'existence de trappes à bas salaire avec des méthodes causales, on ne trouve pas véritablement ce type de résultat. Donc j'avoue que moi je ne suis pas très au clair sur pourquoi est-ce qu'il y a cette divergence logique. Donc je voulais savoir si vous aviez quelques éléments. Et puis, plus généralement sur la question du tassement autour du SMIC, je pense que je veux bien votre réaction aussi là-dessus. Je pense que les facteurs sont assez multiples. L'augmentation du nombre de salariés au SMIC peut provenir, et on en discute beaucoup, nous, ici, du fait que les minima constituent une sorte de plancher, de branche, constituent une sorte de plancher autour duquel, évidemment, il y a du tassement. Mais il y a aussi quelque chose dont on ne parle peut-être pas suffisamment, c'est que le SMIC, indépendamment du revenu net que vous avez montré dans vos graphiques et du coût net pour l'employeur, mais en salaire brut, est élevé par rapport aux autres pays de l'OCDE. Il est élevé et c'est aussi ce qui explique que peut-être, je mets ça au débat, peut-être qu'un certain nombre d'entreprises n'ont juste pas les moyens d'aller
en dépit des allègements, beaucoup au-dessus du SMIC. Et s'il est élevé, j'en termine avec ça pour avoir aussi votre élément d'appréciation d'un point de vue macro, c'est peut-être qu'il y a deux caractéristiques de notre système de détermination des salaires qui sont très spécifiques. Un, l'extension systématique des minima de branche à l'ensemble des salariés, qui ensuite se traduit évidemment dès lors qu'on renégocie après les augmentations du SMIC. Et à l'inverse, le fait que le SMIC, c'est aussi une caractéristique, est indexé sur les prix et sur les salaires. Et on est le seul pays, sous votre contrôle, à être dans ce cas-là. Donc la circularité explique un haut niveau. Et donc moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on interprète le tassement? Parce que c'est un vrai sujet politique, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient et qui restent au niveau du SMIC. Et il faut qu'on arrive à trouver des réponses à ça. Mais il ne faut pas se tromper de diagnostic. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Il y a la dynamique des minima, il y a le fait qu'il y a la dynamique de l'indexation du SMIC, il y a les effets qu'on évoque de prélèvements marginaux. Et comment est-ce qu'on arrive à dissocier un peu tout ça? Peut-être qu'on peut laisser Yannick faire son propos et puis ensuite on engage la discussion sur c'est des questions de portée un peu plus générale et peut-être aller sur les études sur données un peu plus micro. Il y a une vraie complémentarité en plus entre les travaux FCE et puis ce qui a été mené notamment dans le cadre de l'évaluation du CICE. Merci de me donner la parole et merci pour cette invitation. Donc, effectivement, on va avoir des propos relativement complémentaires et concordants dans la mesure où la plupart des constats qui ont été posés dans la présentation descriptive de Mathieu Plane, eh bien, c'est des constats que, évidemment, je partage, que parfois je formulerai de façon un peu différente et qui sont relativement anciens, en fait. C'est vrai qu'un intérêt de votre mission, ça va être de rediscuter le profil des exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires et sur les moyens salaires dans un contexte qui est celui où on a 30 années, maintenant 3 décennies en fait, de politique publique d'exonération de cotisations sociales en France, et aussi 3 décennies d'évaluation en fait, de ces dispositifs. Donc on dispose d'un substrat à la fois factuel et d'études relativement solides pour se prononcer sur les effets des différents allègements. J'aimerais commencer par dire que, resituer l'origine des allègements en France. En fait, ça me paraît important de dire qu'il y a eu un consensus qui a émergé, je pense, au début des années 90, avec un ensemble de travaux d'économistes. Je citerai Henri Sneessens, Jacques Drèze, Edmond Malinvaud, notamment un rapport de Jacques Drèze et Edmond Malinvaud qui a fédéré des dizaines d'économistes en Europe qui s'appelait Pour une initiative européenne de croissance, qui a été publié au tout début des années 90 et dont l'une des propositions phares était une exonération de cotisations sociales sur les bas salaires, avec un argumentaire qui était de dire attention, le chômage de masse qui persiste en Europe depuis maintenant plus d'une décennie, on était au début des années 90, touche de façon très inégalitaire les différentes catégories socio-professionnelles et la main-d'œuvre la moins qualifiée est la plus exposée au chômage. Et donc il faut des mesures qui soient ciblées sur la main-d'œuvre peu qualifiée. Et en France, on sait qu'on a 2 caractéristiques un peu structurelles. C'est qu'on a un niveau du salaire minimum qui est relativement élevé en comparaison internationale, d'une part, et on a un salaire minimum déjà, on avait un salaire minimum au début des années 90, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'autres pays en Europe, et on a aussi des prélèvements sociaux qui sont relativement importants. C'est-à-dire dans le mix socio-fiscal, la France a une caractéristique, c'est d'avoir beaucoup de prélèvements sociaux et peu d'impôts sur le revenu notamment. Et donc, il était logique de dire, si on veut faire quelque chose pour égaliser ou tenter de réduire les inégalités d'accès à l'emploi en fonction des qualifications, d'utiliser l'outil coût du travail et de mettre en place des mesures qui permettraient de réduire les cotisations sociales au niveau du salaire minimum. Et c'est ce type de raisonnement qui a présidé aux premières mesures d'exonération de cotisations sociales. Alors, on sait que dans les 3 décennies, il y a eu différentes générations de mesures. Moi, je pense qu'il y a au moins 4 générations de mesures. Il y a les premières mesures dites instaurées par M. Balladur et Alain Juppé entre 93 et 96. Il y a une deuxième série de mesures
où les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires ont été utilisées comme un outil de financement du passage aux 35 heures. Donc on a à l'époque Jospin, Aubry. Et puis il y a une troisième génération, je pense entre 2003 et 2006, avec les exonérations dites Fillon, où on a harmonisé les dispositifs pour les entreprises à 39 heures et à 35 heures, donc pour lesquels il y avait deux dispositifs. Et puis il y a la quatrième génération de dispositifs, c'est ce qui s'est passé dans les années 2000 avec le CICE et son versement, et puis les différents pactes de responsabilité. Et au fur et à mesure de cette histoire assez compliquée, où en fait les exonérations ont augmenté par paliers successifs, hein, on a vu que d'une part, de plus en plus de salariés étaient concernés par les exonérations, c'est-à-dire la fenêtre d'éligibilité a été progressivement étendue. Les premières exonérations s'arrêtent à 1,2 SMIC, et puis on a été donc jusqu'à 3,5 SMIC. Le taux d'exonération a aussi augmenté au fur et à mesure du temps, hein. On est passé, les premières exonérations étaient à quelques points de cotisation sociale, jusqu'à plus de 30 points aujourd'hui. Et les formes des exonérations ont aussi évolué dans le temps. Il faut rappeler que les premiers dispositifs étaient des dispositifs en marge d'escalier, hein, qui ont été remplacés par des dispositifs où l'exonération est linéairement dégressive. Marge d'escalier, ça pose un problème d'effet de seuil, problème qu'on va retrouver avec le CICE. Exonération linéairement dégressive, comme ça va être le cas avec les allègements dits Juppé, eh bien, il n'y a pas d'effet de seuil, hein. Le fort taux marginal de prélèvement au moment du seuil est réparti en fait sur toute la fenêtre d'exonération, ce qui fait que, comme il n'y a pas d'effet de seuil, il n'y a pas de trappe véritablement à bas salaire, mais il y a un frein qui est donné aux hausses de salaire sur toute la fenêtre d'exonération. Et donc, voilà, tous ces dispositifs qui se sont constitués par strates successives ont fait l'objet donc de nombreuses évaluations. Alors, moi, j'ai plutôt fait des travaux d'évaluation microéconométrique, hein. On a été, nos équipes ont évalué assez tôt les dispositifs d'exonération de cotisation sociale de première génération. On a aussi fait des travaux sur les dispositifs de deuxième génération, de troisième génération, et on a contribué aussi à l'évaluation du CICE. Pour France Stratégie, nos équipes ont réalisé 6 rapports d'évaluation pour le compte de l'évaluation du CICE. Donc on a beaucoup travaillé sur ces dispositifs. Et puis, donc dans le cadre du Conseil d'analyse économique, on a écrit une note avec Thierry Meyer et Philippe Martin sur donc les abaissements des charges, stop ou encore, où on a exploré les effets sur la compétitivité des exonérations de cotisations sociales pour essayer de répondre à la question quel impact sur les exportations, sur la compétitivité. Voilà, donc moi sur la base de tous ces travaux, j'aimerais vous rappeler d'abord que effectivement les exonérations produisent des effets positifs sur l'emploi. C'est-à-dire que oui, le coût du travail, c'est bien sûr un déterminant du niveau de l'emploi, c'est vrai en général, et on a une énorme littérature empirique et théorique pour le montrer. Et ce qu'on montre en particulier, c'est que il y a beaucoup de mécanismes, il y a plusieurs mécanismes, disons, théoriques qui s'ajoutent les uns aux autres de façon indépendante. D'ailleurs, il y a beaucoup d'arguments qui plaident et qui nous expliquent qu'effectivement, plus les exonérations sont concentrées au voisinage du salaire minimum, plus à budget donné, on va avoir un impact important sur l'emploi. Il y a au moins 3 mécanismes qui jouent, qui sont indépendants les uns des autres, hein. Donc c'est vraiment 3 arguments qui s'ajoutent. Le premier, qui me semble le plus puissant, c'est un effet purement comptable qu'on a appelé l'effet d'assiette, hein, qui est que, quelle que soit l'élasticité du coût du travail au niveau de l'emploi, même si elle est la même pour les peu qualifiés ou pour les qualifiés, et quels que soient les effets qui passent par la demande ou par d'autres mécanismes, hein, donc à élasticité du coût du travail donné, si je concentre avec une même masse budgétaire, si je concentre les exonérations sur les bas salaires, je vais créer beaucoup plus d'emplois que sur les hauts salaires, hein, parce que, tout simplement, je vais pouvoir réduire le coût du travail d'un pourcentage beaucoup plus élevé quand je concentre le tir budgétaire sur les plus bas salaires. Et donc, à élasticité identique, j'aurai un effet sur l'emploi beaucoup plus important. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'assiette. En fait, cet argument, à lui tout seul, est suffisant. Il n'est pas nécessaire, mais il est suffisant pour plaider pour une forme de progressivité du prélèvement social, ou pour plaider sur le fait que les allègements soient concentrés sur les plus bas salaires.
il y a un deuxième argument qui tient à l'élasticité elle-même. Dans l'élasticité, il y a des effets de substitution et des effets qu'on appelle effets volume ou effets profit. Et on pense que dans les secteurs d'activité qui concentrent de la main-d'œuvre peu qualifiée, il peut y avoir potentiellement plus d'effets de substitution avec le capital ou avec le travail qualifié. Et il peut y avoir aussi plus d'effets via la demande. Et donc ça, il peut y avoir un argument qui passe par l'élasticité. Et puis il y a un troisième type de mécanisme qui ajoute à l'argumentaire, hein, c'est l'effet sur les salaires. Quand on est au strict voisinage du SMIC, on est sûr qu'une exonération de cotisation sociale ne va pas avoir d'effet sur les salaires nets, puisque les salaires nets, en fait, ils sont administrés. C'est un prix rigide qui dépend uniquement du SMIC brut, alors que plus on s'éloigne du salaire minimum, plus il peut y avoir potentiellement d'effets salariaux des exonérations. Les exonérations sont partagées dans un modèle de négociation, ils sont partagés entre employeurs et salariés. Et donc, si on exonère sur des hauts salaires, il peut y avoir beaucoup d'augmentation des salaires et très peu d'effets sur l'emploi. Et ça, c'est un argument supplémentaire pour indiquer que les allègements sont d'autant plus bénéfiques qu'ils sont concentrés sur les bas salaires. Mais alors, si on s'arrête là et qu'on regarde uniquement la théorie économique, on dirait le dispositif le plus vertueux en matière d'emploi, ce serait un dispositif assez incroyable, en fait, qu'on n'a jamais mis en œuvre en France, même si on a fait preuve de beaucoup d'imagination et de créativité en termes d'allègement de dispositifs d'allègement de charges. Ce serait un dispositif donc hyper concentré au strict voisinage du SMIC, avec une mesure en marge d'escalier qui ferait même qu'on aurait même des prélèvements négatifs, hein, des cotisations sociales négatives au strict voisinage du SMIC. Et pour une masse budgétaire donnée, mettons 50 milliards d'euros, c'est là où on produirait le plus d'effets sur l'emploi. Mais évidemment, on aurait les effets les plus désastreux sur la formation des salaires, sur les carrières salariales, sur même l'espoir d'avoir une progression de salaire dans sa carrière, puisque tout le monde serait vraiment bloqué durablement au strict voisinage du SMIC. C'est pour ça qu'en fait, au travers de toutes les politiques publiques et toutes les réformes qu'il y a eu depuis 30 ans, la puissance publique a organisé une forme d'arbitrage entre l'effet sur l'emploi qui suppose que les allègements soient très concentrés au voisinage du SMIC, et l'effet sur les salaires qui suppose au contraire qu'il y ait une forme de dilution des exonérations tout au long de la distribution des salaires. Et en fait, on peut d'ailleurs lire l'histoire des allègements, l'histoire des différentes réformes, comme une évolution du compromis de la puissance publique entre effet salaire et effet sur l'emploi. Et ce compromis a évolué, on peut le dire, c'est presque une préférence collective révélée qu'on peut voir dans la forme des barèmes. Ce compromis a évolué, il a évolué avec le CICE, très clairement, avec les pactes de responsabilité, où on a, donc la puissance publique a accordé une place plus importante à des allègements assez loin du niveau du salaire minimum, et donc assez loin, bien sûr, des argumentations positives et théoriques qui plaidaient pour un ciblage plus étroit. Et donc, moi, les constats faits sur le taux marginal de prélèvement qui serait un frein aux carrières salariales, je dis, oui, bien sûr, par construction, c'est le résultat de ce compromis, donc ce n'est pas du tout étonnant. Mais maintenant, il y a eu beaucoup d'autres travaux plus récents, hein, qui nous disent que au fur et à mesure qu'on s'éloigne, et c'était d'ailleurs le sens de notre note au Conseil d'analyse économique, hein, en s'éloignant, on a peut-être construit un compromis plus favorable à la progression des salaires, hein, surtout des hauts salaires, mais le compromis a été moins favorable aux créations d'emplois, et plus on a déconcentré, disons, les allègements dans leur volume loin du SMIC, hein, plus moins on a eu une politique de l'emploi au service de l'emploi. Et donc, je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui parmi l'ensemble de mes collègues économistes, et ce consensus d'ailleurs s'est matérialisé par la signature de plusieurs articles dans les journaux, notamment dans Le Monde, où donc on a pris collectivement position pour dire qu'il était sans doute, disons, il n'était pas très efficace de continuer à augmenter les allègements au-delà de seuils très éloignés du SMIC, hein, et donc nous plaidons depuis longtemps maintenant, hein, sur le fait que ce serait bien notamment
justement d'éviter les exonérations au-delà de 1,6 SMIC. Alors pourquoi un 6 ? C'est parce que l'histoire nous a donné ce seuil, hein, mais effectivement, il y a peu à gagner, disons, à renforcer les exonérations sur les niveaux élevés des salaires. Et il y a sans doute beaucoup, on pourrait utiliser à de meilleures finalités des moyens budgétaires qui sont aujourd'hui qui sont consacrés à des exonérations qui n'ont pas d'effet ou peu d'effet sur l'emploi. Alors on a essayé de mesurer l'impact sur la compétitivité, hein, c'est ce qu'on a fait avec Philippe Martin et Thierry Meyer, mais on n'a pas eu véritablement de résultats très favorables, à la fois en regardant l'impact des exonérations sur les exportations ou l'impact des exonérations sur les taux de marge. Les exonérations sur les plus hauts salaires sont le CICE notamment, hein, et le pacte de responsabilité ont été largement dilués dans leurs effets et ont eu finalement assez peu d'effets sur l'emploi, contrairement aux premiers dispositifs, aux premières générations de dispositifs d'exonération. Voilà, c'était pour lancer la discussion. Très clair. Je rebondis peut-être sur le dernier point, parce que ça prolonge vraiment des échanges qu'on a eus ces derniers jours, heures, avec d'autres économistes. Il y a cette question et cet argument de dire, au-delà d'un certain niveau de salaire, les exonérations sont captées par les salariés eux-mêmes parce qu'ils ont du pouvoir de négociation et donc donnent lieu à des augmentations de salaire brut. C'est l'argument que vous développiez. On a été confronté à un résultat qui va dans un sens un tout petit peu différent avec la dernière note de l'IPP qui a évalué différentes mesures historiques depuis 1981 de déplafonnement des cotisations, qui donc a amené à appliquer des barèmes sur des niveaux de salaire plus élevés. Et alors, les résultats, il y a 3 mesures qui ont été évaluées. Il y en a 2 sur lesquelles les résultats tendent à montrer que ces déplafonnements ont généré un coût du travail, une augmentation du coût du travail qui a été, plutôt que ces déplafonnements, en termes de cotisation, ont été supportés plutôt par les employeurs. Et que l'incidence, en l'occurrence, se situait plutôt là. Alors, en théorie, c'est une petite remise en question du résultat qu'on évoque. Mais ce que trouvent également les économistes qu'on a interrogés, c'est que si des augmentations de salaire ont eu lieu pour les entreprises qui ont bénéficié de cotisations à des niveaux de salaire plus élevés, elles ont paradoxalement eu lieu sur des niveaux de salaire plus bas. En d'autres termes, le gâteau s'est partagé au profit des moins qualifiés, de telle sorte qu'à la fin, les effets sur l'emploi ne se vérifient pas, mais pas parce qu'il y aurait eu une captation des exos par ceux-là même qui sont les plus qualifiés. Donc moi, je voulais un petit peu avoir votre point de vue sur cet argument-là, ce qui peut éventuellement, directement ou indirectement dans la littérature, accréditer l'idée que les salaires qui bénéficient des allègements au-delà de 1,6, de 5, augmente et l'idée que les exos sont captés par ces salariés-là. Est-ce que dans le process de négociation, on a quelques éléments qui viennent valider ça? C'était ma première question. Et puis la deuxième question, c'est au travers des évaluations que vous avez faites sur le CICE, c'est une question, je crois, qui vous a été posée dans le cadre du questionnaire. Est-ce qu'il y a des effets différenciés suivant les types d'entreprises en matière d'impact compétitivité et emploi, mais notamment compétitivité? C'est ce qui semble ressortir des résultats que vous aviez évoqués et mis en évidence. Ça rejoint la question du ciblage, en fait. Est-ce qu'il y a, au fond, des arguments en faveur d'un ciblage? Après, il faut voir si on est capable de le faire, le mettre en œuvre. Mais nous, on a besoin de savoir si on se dirige un peu vers ce genre de recommandations et savoir concrètement ce qui pourrait justifier ça. Alors, je pense qu'on peut apporter l'un et l'autre des éléments de réponse. Oui. Donc, effectivement, d'abord, je dois dire que même si on a 3 décennies de travaux d'évaluation sur les allègements de cotisation,
l'histoire n'est pas terminée, on a toujours des travaux en cours, et il y a, en ce moment même, nous on travaille sur les effets on continue à travailler sur les effets des évaluations, enfin les effets des exonérations. Et donc on est loin de tout savoir. On n'a pas la prétention d'avoir des réponses claires à toutes les questions. On a des éclairages qui sont plus ou moins satisfaisants. Voilà. Et alors sur les caractéristiques des entreprises qui sont plus ou moins favorables à l'effet emploi, parce qu'il y a des caractéristiques des entreprises qui interagissent dans le fond avec les exonérations au point qu'elles augmentent leurs effets. Alors c'était une remarque qu'on s'était fait lorsqu'on avait rédigé la note avec Philippe Martin et Thierry Meyer sur le fait qu'une entreprise qui est en difficulté financière, au niveau microéconomique, ça va être différent peut-être à un niveau macroéconomique, mais au niveau microéconomique, une entreprise qui est au bord du dépôt de bilan ou qui a des marges vraiment faibles, sa problématique immédiate, c'est pas de restaurer l'emploi. En fait, c'est pas forcément, elle ne va pas réagir à une exonération sous forme d'une augmentation forte de l'emploi. Alors qu'une entreprise qui n'a pas cette problématique d'être en difficulté financière immédiate, disons, les perspectives pour elle sont différentes. Elle peut être à la fois plus sensible à une réduction du coût du travail ou à une augmentation de la demande. Oui. Mais là, je suis d'accord avec l'argument. Après, là, vous raisonnez uniquement sur la marge intensive, c'est-à-dire une entreprise qui existe, qui va continuer d'exister, Oui. et qui a le choix d'embaucher ou de ne pas embaucher. Et on peut être convaincu du raisonnement. Mais si on raisonne à la marge extensive, il y a l'impact des exos sur la survie même des entreprises. Et là-dessus, il y a potentiellement aussi peut-être des dispositifs d'exo, surtout quand on sait où est-ce qu'elles sont localisées, sur les services, sur les entreprises dont la structure d'emploi est peu qualifiée, qui sont sensibles aux fluctuations de la conso, de la demande, et qui peuvent être fragiles parce que ça bouge. Est-ce qu'il y a un impact sur la survie, en fait, de ces dispositifs d'exo ? Oui, alors potentiellement on ne peut pas l'exclure, surtout compte tenu de l'ampleur des dispositifs d'exonération, de l'ampleur des aides données notamment avec le CICE. On peut pas exclure le fait que ça ait contribué à sauvegarder, à favoriser la survie de certaines entreprises. Et donc effectivement. J'ai pas ce que j'ai pas en mémoire, mais vous êtes plus affûté là sur la littérature. Il n'y a pas de travaux France ou étrangers sur des baisses de coûts du travail, sur l'impact de baisse de coût du travail ou d'augmentation de coût du travail sur la survie des entreprises. Mais de fait, la littérature, elle est essentiellement, en termes techniques, sur des échantillons cylindrés d'entreprises. Et donc, on n'est pas sur des échantillons dans lesquels il y a des entrées et sorties d'entreprises qui sont c'est une thématique très intéressante, mais qui est sans doute l'une des moins couvertes par la littérature empirique sur microdonnées d'entreprise, en fait. Parce qu'il nous faut beaucoup d'observations, il nous faut des observations avant, après. Ce que font tous les économistes, c'est qu'ils raisonnent sur un panel cylindré d'entreprises, et donc il n'y a pas les effets de création-destruction. Et d'ailleurs, dans toutes les évaluations qui ont été produites pour France Stratégie sur le CICE, cette dimension n'est pas effectivement considérée. On n'est que sur la marge intensive. Voilà, donc il y a effectivement sans doute une problématique intéressante entre profitabilité des entreprises, compétitivité et exonération de cotisations sociales. Mais en tout cas, dans les travaux qu'on a menés jusqu'ici, on n'a pas pu mettre en évidence un effet très fort des exonérations sur les hauts salaires, un effet positif sur la compétitivité des entreprises, sur les taux de marge ou sur les exportations. Donc le caractère, le risque en fait économique d'une suppression des exonérations au-delà de 1,6 en termes de comportement d'emploi de ces entreprises très industrielles ou très exportatrices n'est pas un risque, disons, qui repose sur des évidences scientifiques fortes aujourd'hui. Voilà. Je repose un peu différemment la question du mécanisme, pas d'effet sur l'emploi. Est-ce qu'on peut attribuer ça, avec des éléments un peu documentés, à justement l'effet salaire que vous évoquez, c'est-à-dire le fait qu'il y a de la renégociation salariale à certains niveaux de salaire, avec un certain niveau de pouvoir, avec un certain pouvoir de négociation. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus pour pouvoir accréditer ce mécanisme ?
Alors, bien sûr, il y a à la fois une littérature théorique qui nous dit que la progressivité des prélèvements est bonne pour l'emploi, avec des arguments du type négociation salariale. Mais la négociation salariale, c'est pas forcément une négociation au niveau des branches ou même des entreprises. Ça peut être une négociation interindividuelle entre un salarié et son employeur. Je demande des augmentations de rémunération parce que, effectivement, mes évaluations sont favorables. Et dans un contexte, donc, on a des exonérations plus importantes pour les employeurs. Les cadres, par exemple, vont être en position un peu de force dans la discussion individuelle des hausses de rémunération qui a lieu chaque année dans chaque entreprise pour chaque salarié. Parce que je sais que je reviens à la charge sur ce sujet. Et si vous avez en tête quelques références, je suis à peu près certain qu'il y en a, qui ne soient pas centrées sur des évaluations d'allègement de charges, de politique publique, mais qui soient centrées simplement sur l'analyse du markup, enfin du résultat de la négociation salariale, les déterminants du markup, c'est-à-dire de la négociation salariale. Je pense, je ne les ai pas en tête, c'est un peu loin tout ça, mais je pense qu'il y a plein de papiers microéconomiques qui ont essayé de regarder concrètement ce qu'étaient les déterminants de la négociation salariale. Et parmi ces déterminants, il y a très probablement le niveau de qualification, le niveau de salaire dans un papier ou dans un autre. Je ne sais pas si vous avez en tête ce genre de référence, parce que nous, on a besoin d'un petit maillon supplémentaire, si vous voulez, scientifique, pour essayer d'expliquer ces résultats-là. Ces résultats qui disent qu'il n'y a pas beaucoup d'effets sur l'emploi. On a cette interprétation. Si on pouvait avoir si vous avez en tête des références, on est preneur. Voilà. Enfin, c'est pas sur siège, mais si dans les jours qui viennent, on est preneur. Merci. Oui, très bien. Alors, je vais laisser la parole à Jérôme. On avait des petites questions du début sur nos sujets de débat public qui sont quand même importants. Non, mais juste pour parce que bon, c'est évidemment important que vous nous confirmiez. Alors, vous dites 1,6. Nous, on a commencé à poser la question à 2,5. On est très peu ambitieux. On est timoré quasiment à côté de Monsieur Lortie. Dans le tableau de Mathieu Plane, vous nous dites c'est les 2/3 du montant total des allègements sont entre le SMIC et 1,4 fois le SMIC. Je ne me trompe pas, quoi. En fait, il y a 80% des salariés qui bénéficient des peu ou prou d'exonération de cotisation, jusqu'à 3,5 SMIC. Hein, quasiment 90%. Et donc, en gros, ce que vous nous dites, là, c'est qu'il y a potentiellement un tiers d'un montant qui a quand même la particularité, et c'est assez inédit de la dépense publique, d'avoir triplé en 10 ans. On est passé de 30 milliards à quasiment 80, début des années 2000, même en 2012, à quasiment 90 milliards dans le PLFSS l'année prochaine. Il y a peu d'évolution de cette nature sur quelques postes budgétaires que ce soit, à ma connaissance. Voilà. On peut dire on est passé de 1,2 points de PIB au 2,8 que vous indiquez. Et vous nous dites s'il y a un tiers, c'est-à-dire c'est 30 milliards, ce qui n'est pas rien, dont on ne peut pas garantir qu'ils ont un effet. On est même plutôt dubitatif, à la fois sur la compétitivité, sur les marges et sur l'emploi. La réponse que certains ont fait à votre place ici, c'était oui, mais c'est pour nous un élément de baisse du coût du travail, porté comme un mantra. Et vous nous dites, cette baisse du coût du travail, sur les 3 leviers sur lesquels elle a un enjeu, emploi, compétitivité et même marge, il n'y a pas d'impact. Et donc j'ai une question absolument naïve, qui est comment, avec la convergence de ces analyses-là, à un moment où il y a quand même une rareté de la ressource publique, il y a une sorte de tétanie à y toucher, y compris dans cette ampleur-là. Nous, on va peut-être réussir, et encore probablement pas, mais on va essayer de poser la question sur la partie la plus haute de ça, mais les 20 milliards qui se baladent entre 1,6 et 3,5, enfin et 2,5, cela, on a l'impression que c'est tabou ou totem. On va convoquer Freud.
Juste un mot, après moi j'ai peut-être pas la réponse. Bon, l'efficacité au-delà d'1,4 SMIC, elle n'est pas nulle, hein. Elle est faible, mais elle n'est pas nulle non plus. Mon avis, la question, c'est effectivement le ciblage des salariés qui bénéficient de ces allègements quand on va au-delà. Ce que je montrais tout à l'heure, c'est qu'effectivement l'industrie a des niveaux de salaire qui sont supérieurs en moyenne que ceux des services, et donc du coup, ces allègements, au-delà d'un 4, un 5, vont plutôt bénéficier un peu plus à l'industrie qu'aux services, alors qu'en dessous, c'est plus les services. Donc c'est vrai que si on est juste sur un argument emploi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'aller au-delà, surtout qu'au-delà, on est sur des niveaux de chômage bas, avec des personnes qualifiées, donc les exonérations, en fait, ne changent pas grand-chose. La question, elle est plutôt, à mon avis, de mélanger l'objectif de ces allègements entre compétitivité et emploi, quoi. D'ailleurs, c'est un peu le problème du CICE, il s'appelait compétitivité emploi. Est-ce qu'on souhaite créer beaucoup d'emplois, quitte à faire baisser la productivité, enrichir la croissance d'emploi, ou on souhaite être plus compétitif sur un secteur industriel, plus intense en capital, etc. Et les allègements de cotisation ne sont pas forcément la bonne réponse. C'est-à-dire que, voilà, et je pense qu'il y a un instrument de politique économique, il faut poursuivre un objectif, et là, on essaie d'en poursuivre plusieurs, y compris cet argument de compétitivité, à mon avis, qui ne marche pas très bien, en voulant baisser des cotisations à 3,5 SMIC, alors qu'on a un taux de chômage structurel très bas sur ces personnes-là. Il est peut-être plus efficace de baisser les impôts sur la production, pour le coup, là. Mais ça permet de rééquilibrer industrie-service, je pense, en montant au-delà, et c'était un souhait de Louis Gallois lors du rapport Gallois, hein. Il y a un axe avec partage. Je Non, mais partage sur la question. D'ailleurs, ça me permet de préciser que ce rapport est un rapport qui est centré sur les effets des allègements, qui, même si on est, je pense, assez convergent sur ce qu'il conviendrait de faire du bandeau famille, ne préjuge pas de ce qu'il serait souhaitable de faire des économies réalisées. On n'a pas forcément les mêmes idées sur le sujet. Mais le rapport ne parlera pas de ça. Il parlera simplement des impacts. C'est important. Et parmi tous les arguments quand même qui nous sont opposés, alors il y a l'argument des trappes, mais j'ai envie de dire que les trappes, Yannick Lortie l'a dit, à partir du moment où on a sur les allègements généraux, sur le 1,16, à peu près linéarité, c'est du frein, mais ça n'exerce pas d'effet de seuil par définition. Les effets de seuil existent à 1,6, à 2,5, à 3,5 aussi. Mais justement, la littérature sur ces sujets ne montre pas d'effet causal, de trappe à bas salaire caractérisée à proximité de ces effets de seuil. Un tout petit peu en statistique descriptive, quand il y a eu la bascule, c'est l'évaluation IPP, CICE, allègement de charge, mais qui ne peut pas s'interpréter, c'est les échanges qu'on a eus avec eux, comme quelque chose de causal. Et donc, moi, je reste sur l'argument selon lequel, dans notre système tel qu'il est calibré là, on pourrait avoir envie d'avoir une belle droite, toute linéaire pour éviter tout ça, avec un point de sortie différent. Mais le système tel qu'il fonctionne ne génère pas véritablement d'effet de seuil. Je pense que le sujet, c'est celui de l'efficacité, des points de sortie, à quel moment on s'arrête de faire des exos. Et sur ce sujet, il y a un autre argument qui nous est donné, je veux vous le soumettre pour savoir si vous avez vous-même des éléments de réponse. C'est au fond l'argument de la stabilité des règles. Alors c'est un argument un peu moins théorique, un peu moins économique, mais c'est vrai que changer les règles, voilà, c'est pas forcément un principe d'économie politique qu'on recommande. Qu'est-ce qu'on peut, dans éventuellement les expériences, puisque vous avez décrit aussi la manière dont les 4 vagues se sont réalisées, qu'est-ce qu'on peut éventuellement tirer de ces expériences sur la méthode et sur la manière dont il faudrait changer les règles si on devait les changer? Je veux bien répondre à cette question parce que c'est un élément sur lequel moi j'ai pas mal réfléchi. En fait, ce qu'on observe, hein, c'est que dans la première et la deuxième génération d'allègements de cotisations sociales en France, c'est là où on a eu la plus grande densité de réformes. C'est-à-dire que quasiment tous les 6 mois à partir de 1993, disons entre 6 et 18 mois, on avait une réforme importante qui soit ajoutait un dispositif d'exonération, soit fusionnait des dispositifs existants, soit modifiait la cible, les paramètres, donc des innovations paramétriques ou non paramétriques sur les dispositifs d'exonération. Et on a constaté à l'époque un contraste entre les évaluations ex ante à l'aide de modèles
qui étaient plutôt convergentes pour dire ça va produire des effets assez importants, significatifs sur l'emploi, et les premières évaluations ex post à l'aide de données, de microdonnées d'entreprise, qui nous disaient que ça produit des effets positifs, mais moins importants que ce que dit la théorie économique. Et donc, si on voulait concilier les résultats des évaluations ex post et ex ante, un argument, c'était celui de l'instabilité des dispositifs qui crée effectivement une forme d'illisibilité. Et l'illisibilité, ça implique de l'inefficacité. C'est le risque des 3 I des exonérations de cotisations sociales. Évidemment, il y a un élément important du point de vue des employeurs. À l'époque, dans les années 90, on était persuadé que ces mesures produisaient des effets sur l'emploi, mais seulement à long terme. Et qu'à court terme, on avait une politique d'offre à court terme pour changer la technologie, pour changer le mix de qualifications dans les entreprises. Il fallait quand même un peu de temps. Or, les évaluations ex post ont montré aussi que les effets étaient plutôt rapides. Donc peut-être qu'on s'était trompé un peu dans le calendrier des réformes. Et tout ça nous dit, ce qui compte, c'est peut-être l'argument de la science. Il faut que, pour qu'un dispositif, une réforme fiscale produise des effets en changeant les comportements des employeurs, il faut qu'elle se voie, il faut que les employeurs pensent que la réforme va être stable. Or, le fait même, dans la stratégie française, de choisir d'installer une certaine progressivité du prélèvement social au travers d'exonérations de cotisations sociales, c'était pas forcément finalement le meilleur moyen de donner un signal de stabilité aux employeurs. Et on peut dire que toutes les réformes des première et deuxième générations ont contribué à une certaine instabilité, donc à une certaine inefficacité, à réduire la saillance des dispositifs, et les employeurs ont sans doute pas misé sur la pérennité de ces mesures. Donc il y a effectivement un coût à l'ajustement, à la réforme. Il y a toujours un coût. Mais depuis, au moins depuis la troisième génération, enfin si on accepte les dernières mesures avec le CICE, bien sûr, on est revenu à une certaine forme de stabilité des différents dispositifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grandes réformes, disons, entre 2006 et 2013. On a eu toute une période d'absence de réformes, et cette période, elle coïncide aussi avec, à partir de 2007, le fait que la France a fait le choix d'une stratégie de modération du salaire minimum, une stratégie durable, et on est dans un contexte donc il n'y a ni réforme des prélèvements sociaux, ni ajustement très fort du salaire minimum. Quand vous parlez de modération, c'est sur les coups de pouce. Oui, parce que sur après, les les coups de pouce. mécanismes d'indexation restent... bien sûr, il y a toujours indexation réelle, mais... Ok, non, très clair. Et puis, je trouve que ce que vous dites est au fond assez cohérent avec ce qu'il y a dans le graphique de la page 12, avec les écarts entre le taux de cotisation employeur au salaire minimum, au salaire médian. L'exception, c'est les pays pour lesquels il y a un écart. Le droit commun, c'est quand même d'avoir un taux flat de prélèvement, quel que soit le niveau de salaire. Quand on voit les points, on est de ce point de vue-là dans une logique un peu différente. Juste un petit mot, parce qu'on a quand même besoin d'avoir votre avis là-dessus. Je sais qu'on a déjà un petit peu dépassé sur le sujet de la conditionnalité. Alors, bon, voilà, en opportunité, quels que soient les critères, on a plutôt insisté sur les critères qui sont dans les propositions des organisations syndicales, notamment l'idée de conditionner les exonérations à des minima de branche supérieurs au SMIC, par exemple. Ça fait partie des propositions qui sont débattues. Éventuellement, faire ça au niveau de l'entreprise. Il y a une loi, on l'a un peu découverte avec cette mission, qui datait de 2008, qui prévoit que des pénalités en matière d'exo puissent être appliquées aux entreprises qui ne renégocient pas, qui ne négocient pas sur les salaires effectifs. Alors cette loi, elle a produit très très peu de résultats, c'est pour ça qu'on l'avait jamais vu passer. Mais néanmoins... C'est aussi pour ça que personne ne nous a parlé en disant ça pénalise. Oui, aussi, on peut. Mais en tout état de cause, voilà, votre éclairage, peut-être plus sur l'opportunité que sur la faisabilité. Sur la faisabilité, on en a discuté avec notamment le directeur général de la COS hier, qui n'était pas forcément très allant, pour tout un tas de raisons. Mais sur l'opportunité et sur la cohérence économique. Il faut quand même dire, enfin, cette question de l'opportunité, elle est majeure. Je pense qu'il y a incompatibilité entre le fait d'avoir des dispositifs généraux d'allègement de charges qui concernent toutes les entreprises et qui ont un caractère absolument massif, et d'imaginer d'un autre côté une conditionnalité de ces dispositifs, quelle que soit sa forme en fait. Les dispositifs sont beaucoup trop généraux et beaucoup trop massifs
pour être conditionnel. Et la moindre conditionnalité, ce serait forcément de renoncer à une partie de cette généralité et donc d'introduire des distorsions entre entreprises, entre secteurs d'activité ou entre autres caractéristiques d'entreprise. Et concrètement, il est impossible, compte tenu du nombre d'entreprises concernées par les dispositifs, on a donc la totalité des entreprises qui bénéficient des exonérations de charges, ou sauf quelques exceptions, les entreprises qui n'auraient que des salariés au-delà de 3-5, mais elles sont extrêmement rares et dans des secteurs très très pointus, mais a priori toutes les entreprises en bénéficient, et donc il faudrait mettre en place un dispositif qui suppose un contrôle administratif, qui suppose un suivi, qui suppose l'expression de la formulation d'engagement par les entreprises et donc un pilotage de tout cela. C'est tout simplement, je pense, impossible à mettre en œuvre, en fait. Alors, impossible, mais pas français, peut-être, mais... en tout cas, il y a vraiment une dissonance cognitive entre l'idée d'avoir des allègements généraux qui vont toucher toutes les entreprises et tous les salariés, et l'idée de conditionnaliser ces exonérations. Je pense qu'il y a une vraie contradiction interne dans la proposition. Juste un petit mot. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que la conditionnalité, elle est compliquée. Ou alors, il faut que ce soit des conditionnalités très simples sur les minima de branche, ramener au SMIC pour toucher les exos. Après, si c'est des engagements plus compliqués sur l'emploi, sur l'investissement, dans la transition, etc., c'est très difficile de contrôler au regard des aléas de la conjoncture en plus et de ce qui peut se produire. Donc, si vous prenez des engagements, par exemple, sur l'emploi, mais que vous avez un choc macro qui arrive, comment vous faites pour tenir compte de ce choc et l'identifier? Donc moi, je trouve que les conditionnalités sont toujours complexes sur les engagements, sauf si, effectivement, respecter des règles qui seraient que on mette les minima de branche au niveau du SMIC, ce qui me semble important dans la dynamique des salaires, parce que c'est un des problèmes, c'est effectivement que le SMIC, tant mieux s'il évolue assez vite avec l'indexation, mais que les minima de branche ne suivent pas et qu'on ait ce tassement des salaires, pose quand même le problème de comment on rémunère l'expérience, la qualification, etc., qui aujourd'hui fait débat dans l'histoire de la... Je pense qu'on est tous, d'ailleurs, on a adopté des dispositions ici en commission des affaires sociales l'été dernier pour essayer de mieux inciter les branches à renégocier leurs minima. On aura des bilans bientôt. La difficulté que pose cette proposition, qui nous a été, qui est intuitive et qui nous a été rappelée, c'est qu'au sein d'une même branche, il peut y avoir des entreprises qui sont mieux disantes que la convention de branche et qui donc n'ont pas vocation à être sanctionnées, et d'autres qui ne le sont pas, qui sont dans le tassement, on va dire. Et donc d'un point de vue juridique, c'est vrai que c'est pas complètement simple à concevoir, et c'est pour ça que ça se conçoit mieux à l'échelle de l'entreprise, mais c'était justement la finalité de la loi de 2008 dont je parlais, puisque c'est à l'échelle de l'entreprise que s'appréciait la négociation salariale. Bon, la quadrature du cercle n'est pas complètement simple à trouver. Je crois qu'on est allé au bout de on a même dépassé de mots. Moi, tu as encore une question. Super. Bon, merci beaucoup. C'est très utile, et merci beaucoup pour la présentation, parce qu'en plus, on va pouvoir s'en servir abondamment. On va faire comme si on avait nous-mêmes fait les graphiques pour les mettre dans le rapport. Je pense que je l'avais vu dans je ne sais plus quel rapport. L'équivalent de ce graphique-là. Par distribution du nombre de salariés concernés et du coût afférent. Je pense que je crois que je l'avais déjà vu quelque part, je ne sais plus où. Parce que là c'est la totalité en fait. Là vous avez pris la totalité des allègements généraux. Hein. Vous mettez de côté les allègements ciblés. Non, il y a des allègements ciblés aussi, je crois. C'est le rapport d'URSSAF sur l'ensemble des... C'est ça. Et en fait, de voir la distribution, parce que là c'est en pourcentage, hein, on est d'accord En pourcentage par niveau de salaire et après tu... Oui, donc les 2 tiers, c'est au 1,4, voilà, là on a les 2 tiers. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir combien de salariés sont... ça c'est la distribution qu'on connaît de... Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et bonne fin de journée. Ouais.
n'était pas chaud bouillant, non?